Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Cette semaine, dans le Fil d'Actu, fuite pétrolière en Loire-Atlantique, qu'y a-t-il sous le casque des CRS et la marche immobile d'Emmanuel Macron? Le 5 avril dernier, les habitants du hameau de Tragouette en Loire-Atlantique se sont réveillés les pieds dans une inondation peu commune. 550 000 litres de gasoil se sont en effet répandus dans les chemins, les jardins et les ruisseaux de la commune de Sainte-Anne-sur-Brivet suite à la rupture d'un pipeline reliant la raffinerie Total de Donge à un dépôt de carburant en Ille-et-Vilaine. Suite à la fuite, une vingtaine de familles ont été évacuées de leur logement pour plusieurs jours en raison de la toxicité des sols et de l'air sur la zone inondée. Et l'eau des puits de tout le canton est à présent impropre à la consommation par les hommes et les animaux, ce qui est dramatique dans cette région où l'élevage en plein air est une activité importante. Cet habitant est encore sous le choc. Ce matin, à 7h30, il s'est réveillé avec du gasoil dans sa maison. C'est toujours la cour devant chez moi, ça. La maison n'est pas finie, je suis déjà inondé de fioul. Le gasoil coulait à flot. Devant l'ampleur de la catastrophe, le maire de la commune touchée a porté plainte contre ceux qu'il tient pour responsables, à savoir EDF et son sous-traitant ARC, en charge des travaux ayant entraîné la rupture de l'oléoduc. Mais comment en est-on arrivé là ? Ce pipeline, une conduite souterraine traversant tout le département, a cédé suite à une erreur de manœuvre lors de l'enterrement d'une ligne électrique à haute tension. L'enquête doit encore déterminer les responsabilités exactes, mais ce genre d'accident est un bon symptôme d'une série de problèmes qui touchent EDF depuis une dizaine d'années. En effet, les travaux mis en cause ont été confiés à un sous-traitant, une petite entreprise bretonne spécialisée dans les travaux EDF, GDF et Télécom. Sans remettre en cause la compétence des ouvriers et des techniciens, on peut souligner les conditions dans lesquelles ces contrats de sous-traitance se négocient. EDF, depuis la privatisation, a massivement recours aux sous-traitants et les met en concurrence par des appels d'offres réguliers, occasion de tirer les coûts vers le bas. Dans un chantier, une baisse des coûts signifie moins de temps, moins d'ouvriers, moins de techniciens et donc in fine moins de vigilance, moins de contrôle, moins de préparation. Et c'est dans le Morbihan que les coupures sont les plus nombreuses, 195 minutes par an. Suivent la Dordogne, la Lozère, le Maine-et-Loire et la Vendée. Dans ce classement, Paris subirait seulement 20 minutes de panne par an. Des disparités très fortes donc d'un département à l'autre. Selon la Cour des comptes, il manquerait 2 milliards d'euros par an pour améliorer tout le réseau de distribution. Alors il y a un risque aujourd'hui que si ces investissements, notamment sur la qualité de distribution, ne sont pas augmentés, il y a un risque à l'avenir de voir baisser de nouveau la qualité de distribution d'électricité. Souvent dénoncée dans le cas de l'entretien des centrales nucléaires, cette logique de compression des coûts a un prix, également dans les opérations quotidiennes, comme l'enfouissement des lignes électriques. Moins de temps, un mauvais coup de pelleteuse et on obtient une marée noire en plein champ. Est-ce une méthode viable dans l'aménagement du territoire et la gestion de l'approvisionnement en énergie? À vous d'en juger. Let's try the red one. En ces périodes où la France semble gagnée par la révolte et la volonté de changement, et alors que les occupations de places succèdent aux manifestations, nous évoquerons des personnes que l'on voit partout et dont jamais personne ne parle, les CRS. Les compagnies républicaines de sécurité, créées en 1944, sont un corps de la police nationale. Elles ont pour mission de lutter contre les violences urbaines, d'assurer la sécurité routière, la surveillance des plages et des autoroutes, et ce pourquoi elles sont le plus connues, de maintenir l'ordre lors de grands événements, de rassemblements de foule et bien sûr de conflits sociaux. C'est théoriquement dans le cadre de cette mission que les CRS encadrent les manifestations ou les mouvements comme Nuit debout. Le problème étant que trop souvent, les ordres reçus ne se limitent pas à assurer la sécurité des personnes présentes. Les CRS sont en effet très souvent utilisés comme force de dispersion afin d'éviter que les rassemblements ne se prolongent. Dans ces cas-là, ils sont souvent rejoints par les compagnies d'intervention, reconnaissables aux bandes bleues sur leur casque, des unités de police moins bien formées à la gestion des foules et souvent à l'origine de débordements et autres bavures. C'est bon. On est pacifique, monsieur. Monsieur, vous reculez. Reculez. C'est à ce moment-là que surgissent les problèmes. Si les CRS sont chargés de veiller à la sécurité publique, on peut se demander en quoi les matraquages de lycéens participent réellement de cette mission. En quoi les ordres donnés ne sont-ils pas exclusivement politiques, quitte à rompre le lien entre les citoyens et les fonctionnaires et donner une image dégradée de la profession et de ceux qui l'exercent. Pourtant, si l'on enlève le casque, qui sont les CRS ? Tout simplement des gens ordinaires avec leur vie de famille, leurs potes et leurs galères au quotidien. Des salariés trimballés en fourgon d'un bout à l'autre de la France à seule fin de piétiner pendant des heures et obéir à des ordres absurdes sans compter leurs heures sous pression des dirigeants politiques.
Des gens qui exercent un travail épuisant, moralement comme physiquement, dans des conditions très difficiles. Une difficulté accrue quand on leur demande de réprimer des citoyens pacifiques avec des moyens techniques démesurément violents au prétexte d'une insuffisance de moyens humains. Dans cette caserne de CRS à Toulouse, une immense fatigue. Sur 65 policiers qui devaient partir en mission récemment, 25 sont en arrêt maladie selon les syndicats. En cause, les nombreuses manifestations, mais surtout le plan Vigipirate, qui mobilise chaque jour environ 1000 CRS dans toute la France. Résultat des horaires à rallonge et des repos plus difficiles à prendre. De quoi inquiéter cette épouse d'un CRS toulousain, jointe par téléphone. Vous vous rendez compte quand même qu'on envoie sur la voie publique des fonctionnaires de police qui n'ont pas dormi? Ils attendent quoi? Une bavure? On doit être la profession qui totalise le plus de décès par suicide dans toute l'administration, dans toutes les entreprises de France. Ça fait ni chaud ni froid à personne. Le problème des suicides, c'est un problème qui est pris par-dessus la jambe par l'opinion publique et par les politiques. On a la réforme de tout l'environnement salarial des fonctionnaires de police. Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Et ça empêche personne de dormir. Quand il y a des attentats, on est les plus bons, on est les meilleurs. Le lendemain, on est 9 fois considérés comme des chiens. C'est ça la vérité, monsieur. Pour être flic, il faut vraiment avoir envie. Souvent détestés, méprisés, tant par une partie des Français que par des politiciens qui les utilisent pour leur basse besogne, les CRS sont malgré tout des citoyens comme les autres, aux opinions et aux réalités très diverses et dans les rangs desquels on trouve aussi bien des gens bien que des salauds. Mais les CRS, comme tous les citoyens, ont un intérêt direct à ce que les choses changent. Et mieux, ils commencent à s'en rendre compte. Et tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité en 1 minute 38 à peu près. Des milliers de personnes ont manifesté ce week-end contre l'interdiction totale de l'avortement en Pologne, devenue illégale même en cas de viol, de malformation du fœtus et de mise en danger de la vie de la mère. Or, selon tous les experts, cette loi n'entraînera pas une baisse des avortements, elle les fera seulement basculer dans la clandestinité. Une mesure liberticide donc, mais aussi inefficace et hypocrite. Agnès Saal a été condamnée à payer 4 500 € d'amende et 5 500 € en dommages et intérêts à l'association de lutte contre la corruption Anticor. Rappelons qu'elle avait, lorsqu'elle était à la tête de l'Institut national de l'audiovisuel, dépensé 40 000 € en frais de taxi en moins de 10 mois. Une pratique qui montre bien à quel point ces élites vivent dans un autre monde que la majorité des gens. Les chiffres communiqués par Jean-Luc Friseau, patron de la TAM, le réseau de transport de Montpellier, montrent que les contrôleurs coûtent plus cher que les amendes encaissées. On pouvait déjà s'interroger sur la politique de contrôle de la fraude, particulièrement sévère à Montpellier, mais là, on atteint vraiment des sommets d'absurdité. Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a profité d'une visite à Paris pour se féliciter de la loi El Khomri. Encore un événement qui nous rappelle, si besoin était, que cette loi vient directement de Bruxelles et de l'Union européenne et non pas de la volonté des électeurs français. Bonne nouvelle cependant, Dombrovskis aurait été gêné dans ses déplacements par les grèves et autres manifestations contre cette même loi qu'il prétend imposer. Une fois n'est pas coutume, nous conclurons en traitant de politique politicienne, au sens le plus vil du terme. C'est en effet la semaine dernière, alors même que le scandale des Panama Papers éclaboussait des pans entiers de la classe politique et du monde des affaires français, que le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, lançait son parti politique appelé En Marche. C'est le mal français, le mal d'un pays sclérosé par les blocages. Des blocages politiques et sociaux qui préservent les privilèges de quelques-uns au détriment de millions d'autres. Je vois les défis du pays en matière de sécurité, d'immigration, en matière économique. Et puis, je vois en même temps l'énergie qu'il y a dans le pays, la volonté de nos concitoyens d'avancer, de proposer, d'avoir des solutions. Un mouvement qui prétend renouveler la politique et rassembler au-delà des clivages traditionnels. Un positionnement qui, dans les faits, tient plus du slogan publicitaire que d'une volonté sincère. Pourquoi, dans ces conditions, parler de cela ici? Tout simplement parce qu'Emmanuel Macron, dans ce qu'il représente, incarne jusqu'à la caricature tout ce qui ne va pas dans la politique française. À commencer par l'homme en lui-même, énarque, inspecteur des finances, devenu millionnaire comme banquier d'affaires chez Rothschild, avant d'entrer en politique et de devenir ministre de l'économie. Sa situation pose la question de ce que l'on appelle les portes tournantes ou pantouflage, une pratique qui consiste à alterner postes dans les hautes administrations, dans les conseils d'administration d'entreprises privées et en politique, posant donc le problème des intérêts réellement défendus. Une question qui devient très claire lorsque l'on observe les décisions prises. Car si Emmanuel Macron s'affirme ni de droite ni de gauche, son positionnement en faveur de ceux qui profitent du système est, lui, évident. Toutes les mesures qu'il a pu ainsi proposer au sein du gouvernement vont dans le sens d'une fragilisation des gens ordinaires, alors que les quelques personnes de son milieu bénéficient d'un traitement de faveur.
D'ailleurs, ces personnes ne s'y trompent pas. Son parti En Marche est hébergé au domicile privé du directeur de l'Institut Montaigne, un puissant réseau d'influence patronale luttant pour une soumission plus grande encore de l'économie aux intérêts de la haute finance. Ce que les Français disent bravo, on est super contents, il y a une loi qui va plafonner les indemnités. Ce que les gens veulent, c'est qu'il y ait une loi qui interdit qu'on les licencie dans les entreprises qui font des profits. Le 31 octobre 2011, on est venu sur notre parking nous faire des promesses. Elles sont où les promesses aujourd'hui? On a fait l'ANI qui permet non pas de sécuriser l'emploi, mais qui permet de sécuriser les licenciements. Mais ce que vous êtes en train de dire, de vouloir interdire le licenciement ou de mettre des cartons à celui qui embauche quelqu'un en lui disant si tu t'en sépares, dans X années, ça va te coûter peut-être une fortune, eh bien ça fait une chose, ça a une conséquence qui fait souffrir nos Français aujourd'hui, nos concitoyens, c'est qu'ils n'embauchent plus. C'est ça la réalité des choses. C'est ça la réalité des choses. Vous croyez que le problème d'embauche, c'est les prud'hommes ? Alors qu'il était interrogé sur ses sources de financement, Emmanuel Macron a pu déclarer tout simplement au JDD qu'il lèverait des fonds en dînant avec des grands chefs d'entreprise et des banquiers, avec l'aide d'un cadre de la banque d'affaires Goldman Sachs, à l'origine de la crise économique de 2008. Où est passée l'égalité ? Des blocages géographiques qui conduisent des milliers de jeunes au sentiment d'abandon, d'incompréhension. Je trouve que c'est rafraîchissant, je trouve que ça permet de sortir de la politique politicienne. Et visiblement, les citoyens ordinaires ne sont pas dupes. Alors que la conférence de lancement de En Marche était diffusée en live sur Internet, seulement 7000 personnes ont suivi l'événement, bien loin des 80 000 spectateurs des assemblées générales de Nuit debout. Pour conclure, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron? Rien de plus qu'une tentative désespérée de rendre sympa et rock'n'roll les pires pratiques politico-affairistes tolérées par le système. À la rédaction du Fil d'Actu, nous ne sommes pas convaincus que les honnêtes gens acceptent cela encore longtemps. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous. La semaine prochaine, vous retrouverez Tommy pour un nouveau numéro du Fil d'Actu. Salut et à la semaine prochaine.